ou à annuler unilatéralement tous les accords de désarmement nucléaire ou conventionnel conclus avec les Russes sous la guerre froide. Si on veut mettre un drapeau rouge, ou plutôt un chiffon rouge en face d'un taureau, on ne fait pas mieux. Ça s'appelle la stratégie de la provocation. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui bien pire que les heures les plus sombres de la guerre froide. Rien n'excuse cette invasion, mais absolument rien. J'irais même jusqu'à dire que Poutine, s'il avait été payé par la CIA, il aurait fait exactement ce qu'il a fait. Ils pensent vraiment que l'Occident, y compris la France, leur grand ami, qu'ils aiment beaucoup comme les Serbes, même la France les a trahis, que l'Occident, c'est un ensemble. Ils appellent ça l'empire du mensonge, l'empire atlantiste, et l'Occident, il n'y a plus rien à en tirer. Bonjour tout le monde, nouvelle émission de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, mon invité, Alexandre Delval. Bonjour. Bonjour. Je vous reçois dans le cadre de la sortie de votre dernier livre, La mondialisation dangereuse. Alors, le sous-titre laisse transparaître normalement des heures et des heures d'entretien qu'encore une fois, on ne pourra pas faire aujourd'hui. Suprématie chinoise, islamisme, crise sanitaire, mafia, défi éco-énergétique vers le déclassement de l'Occident. Est-ce que, avant tout, vous pourriez vous présenter ? Oui, Alexandre Delval, ancien fonctionnaire, qui a beaucoup travaillé dans les relations internationales, un petit peu dans le renseignement juste avant, et ensuite j'ai créé un cabinet de consultants, et j'écris des livres, et depuis une vingtaine d'années tout de même j'enseigne. C'est ma passion et c'est mon activité principale, en plus des essais et des articles dans la presse, et du consulting pour toujours autour de la géopolitique et des questions de relations internationales. D'accord. Alors là, vous donniez une conférence avec Pierre Conessa, qu'on a reçu sur la chaîne. Et j'aurais bien aimé justement qu'on parle un petit peu d'un sujet qu'on avait abordé avec Pierre, c'est le conflit en Ukraine. Et aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose de pédagogique, de simple dans le temps qui nous est imparti. Aujourd'hui, quand on regarde ce conflit avec la Russie, il ne faut pas aller chercher dans ce qu'on appelle les médias mainstream une explication géopolitique rigoureuse. Deux points de vue s'opposent, celui qui impose et impute la totalité de la responsabilité de ce conflit à Vladimir Poutine, et souvent un autre point de vue plus minoritaire qui, lui, fait reposer la totalité de la responsabilité de ce conflit sur le dos des États-Unis et de l'OTAN. Alors, on ne va pas essayer de valider l'une de ces deux images d'Épinal, je suppose que vous en validez aucune des deux. Les deux. Les deux, d'accord. Bah justement, vous n'êtes pas dans la mono-explication, et comment est-ce que l'on pourrait expliquer à des gens qui ont une explication monocausale de ce conflit la responsabilité, quelle est la part pour vous de responsabilité d'un des camps, de l'autre camp, peut-être du troisième si on sépare l'Ukraine du camp occidental. Quelle est la responsabilité des uns et des autres? Cette guerre a-t-elle été préparée par l'un ou par l'autre? Quelle est la responsabilité de la Russie, des États-Unis? Souvent, on entend oui, mais avec l'OTAN, ils ont mis des bases, etc. Si on essaie d'être rigoureux, de faire une chronologie qui permette à chacun et à chacune de mettre un peu d'eau dans son vin. Moi, ma méthode, thèse à vous. Oui, oui. Ma méthode géopolitique qui implique ma thèse, c'est que la géopolitique, comme les maladies, comme la médecine, à mon avis, mais c'est mon humble avis, ne peut pas être abordée rationnellement. Et on ne peut pas approcher un début de vérité ou d'efficacité si on n'est pas dans quelque chose d'holistique. C'est-à-dire holistique, ça veut dire on voit la totalité des paramètres, de même que dans une maladie, il peut y avoir le terrain génétique, l'alimentation, la pollution ambiante, le stress, et ça fait déjà 4 facteurs. Mais en géopolitique, il y a souvent plusieurs facteurs. Et ce qui est pénible chez les complotistes comme chez les moralistes, c'est qu'ils ont tendance à mettre en avant un facteur qui souvent n'est pas faux. Dire que la Russie a une énorme part de responsabilité, bien entendu, il faut être indécent et ne pas aimer la vérité que de le nier. Puisque c'est comme pour l'homme qui viole une femme. C'est pas parce qu'une femme est extrêmement provocatrice et qu'elle a une jupe très courte, ça ne justifie aucunement le viol. Et donc, moi, je suis contre... Zelensky avait une jupe très courte, c'est ça? Voilà, il avait une jupe très courte, mais ça ne justifie pas le viol. C'est-à-dire que sa jupe très courte à lui, c'est qu'il a effectivement un petit peu provoqué, un peu beaucoup, d'ailleurs, les Russes, mais en aucun cas un pays qui se veut l'égal des grandes puissances, qui se veut être une grande puissance leader du monde multipolaire, donc d'un monde qui respecte les souverainetés de chacun.
On parle de qui? On parle de Poutine. Oui. Poutine, avec dans l'OCS, l'organisation de la conférence de Shanghai, créée avec les Chinois en 2001, Poutine veut être l'avant-garde, le pays phare d'un monde multipolaire, fondé sur le respect des souverainetés et la lutte contre l'impérialisme, l'ingérence et l'irrédentisme. Alors, il est quand même assez mal placé pour envahir son voisin. Donc ça, c'est indéniable. Et je pense même qu'il est tombé dans un piège américain, ce qui nous conduit au deuxième paramètre. Donc, les Russes sont responsables. Et comme en médecine holistique, il y a plusieurs paramètres, les Russes sont responsables. Rien n'excuse cette invasion, mais absolument rien. J'irais même jusqu'à dire que Poutine, s'il avait été payé par la CIA, il aurait fait exactement ce qu'il a fait, puisque un rapport de la Rand Corporation, là on en vient au deuxième point de responsabilité des Américains. La Rand Corporation, c'est une organisation américaine qui conseille les gouvernements américains depuis toujours et qui a souvent été très écoutée. Un rapport de 2019 de la Rand Corporation, ce n'est pas une preuve, mais c'est un indice, explique que l'intérêt, que la politique étrangère américaine en Ukraine devrait consister, ce rapport s'appelle Extending Russia. Il est trouvable publiquement? On peut le retrouver même sur Internet. D'accord. Un des anciens cadres du renseignement suisse, Jacques Beau, en a fait référence très souvent, et j'ai vérifié, j'ai retrouvé le rapport. Extending Russia, ce rapport de la Rand Corporation, adressé à la Maison-Blanche, dit « Il faut absolument provoquer la Russie, faire en sorte qu'elle envahisse de nouveaux territoires en Ukraine ». C'est quand même assez fort du collier, hein, pour un pays qui reproche à la Russie d'avoir envahi l'Ukraine. Il faut l'inciter, extending Russia, l'inciter à s'étendre en Ukraine pour créer un bourbier, pour l'affaiblir et pour faire ce qu'on appelle une stratégie du bloodletting, de la saigner. On va saigner la bête, pas forcément la tuer, mais on va l'affaiblir, on va l'anémier. Et donc c'est quand même assez intéressant. C'est pas une preuve, mais c'est quand même un indice très, 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 très clair. Deuxième indice, une autre organisation aussi importante que la Rand Corporation, Stratfor, dirigée par George Friedman, qui présentait un de ses livres en 2015, premier rapport 2019, cette vidéo du président de Stratfor, qu'on appelle l'ombre de la CIA. Donc c'est pas rien, c'est pas un type qui écrit dans son coin, hein. Il est sérieux. Il gère pas un kebab à Bobigny. Le type est sérieux. Ouais. Et George Friedman, dans la vidéo, explique avec un sourire très ironique et très intéressant, parce que ça montre l'arrogance américaine, et il dit « Nous sommes un empire, la pire configuration pour nous serait une alliance entre l'Europe et la Russie à travers le noyau dur Allemagne-Russie. La compétence européenne de l'Ouest et la prospérité de l'Ouest avec l'énergie de l'Est, c'est la situation la plus inacceptable pour nous. » Is Islamic extremism really the major threat to the United States? And will it die on its own, or will it keep growing? It is a problem to the United States. It is not an existential threat. It has to be dealt with, but it has to be dealt with proportionately. We have other foreign policy interests. So, the primordial interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the First, Second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us. Car notre intérêt, c'est que les Européens soient divisés, et il dit même, notre référence devrait être Reagan sous la guerre Irak-Iran, c'est-à-dire aider les deux camps pour qu'ils s'entretuent, comme ça ils ne s'occupent pas de nous pendant ce temps. Et il dit, deuxième référence, faisons comme l'Empire anglais, qui excitait des Indiens contre d'autres Indiens pour diviser, pour régner. Donc c'est d'une clarté limpide. Donc ces deux choses ne sont pas des preuves. Mais ce grand stratège qui compte dans la politique américaine, qui explique qu'en 2015, il faut provoquer les Russes. Il dit même qu'il est très content, il se félicite que le chef d'état-major de l'armée américaine soit venu en 2015 provoquer les Russes. Il le dit, hein. Regardez la vidéo, tous nos auditeurs peuvent regarder cette vidéo. The United States has a fundamental interest. It controls all the oceans of the world. No power has ever done that. Because of that, we get to invade people and they don't get to invade us. It's a very nice thing. Maintaining control of the sea and control of space is the foundation of our power. The best way to defeat an enemy fleet is to not let it be built. The way the British managed to make certain that no European power could build a fleet was to make sure the Europeans were at each other's throats. The policy that I would recommend is the one that Ronald Reagan adopted toward Iran and Iraq. He funded both sides so they would fight each other and not fight us. This was cynical. It was certainly not moral. It worked. A few moments later.
10 days ago, General Hodges, Commander U.S. Army Europe, visited Ukraine. He announced that U.S. trainers would now officially be coming, not just unofficially coming. He actually pinned medals on Ukrainian fighters, which by protocol of the military is not the way. Foreigners don't get to pin on, medals. But he did, showing that this was his army. Si on veut mettre un drapeau rouge, ou plutôt un chiffon rouge en face d'un taureau, on ne fait pas mieux. On ne fait pas mieux. Ça s'appelle la stratégie de la provocation. Donc on est très proche de ce qui s'est passé en Afghanistan, car ce n'est pas du complotisme. Aujourd'hui, c'est dans les archives. L'ancien patron de la CIA, Robert Gates, avait écrit un livre, The Shadow, dans lequel il écrivait que l'invasion soviétique de l'Afghanistan fut provoquée par la CIA pour les mettre dans un bourbier de bloodletting. D'ailleurs, le bloodletting, la saignée, c'est même enseigné en relations internationales. Vous allez sur Wikipédia, vous trouvez, ça a été théorisé par des grands stratèges. Et le plus grand stratège américain universitaire, celui-ci, un troisième, qui s'appelle John Mearsheimer, de l'école de relations internationales dite réaliste offensive, lui-même dénonce cette stratégie et accuse, comme Kissinger, un autre grand stratège de la guerre froide, l'Amérique d'avoir provoqué la Russie. Et enfin, le stratège de la guerre froide qui a conçu la politique du containment, l'endiguement. C'est pas rien non plus, c'est aussi au niveau que Mearsheimer et Kissinger. Ce grand stratège américain explique qu'il faut absolument dénoncer le fait que l'Amérique a provoqué la Russie en étendant l'OTAN de manière indéfinie, ce qui a réveillé les tendances les plus impérialistes et les plus dangereuses et les plus antidémocratiques en Russie. Et en 1997, ce grand stratège américain théoricien du containment explique que et donc c'est vieux, 97, il dit attention, si nous allons vers une extension de l'OTAN vers l'Est, les Russes deviendront des ennemis car ça va réveiller les pires tendances chez eux et ce sera un clash général. Donc c'est quand même... C'est intéressant de voir que les plus grands stratèges américains eux-mêmes, soit parce qu'ils sont pour cette stratégie, soit parce qu'ils la dénoncent. Donc ceux qui la dénoncent, c'est Kissinger, Mearsheimer, les autres, Brzezinski et George Friedman et la Rand Corporation, eux c'est l'autre côté. Mais tous concordent sur le fait qu'il va falloir provoquer les Russes. Et Brzezinski, dans le grand échiquier, 97 aussi, lui, il explique carrément que l'Ukraine est un pays divisé, qu'il faut la travailler au corps et que sans l'Ukraine, la Russie n'est plus un empire. Et c'est le secret de l'empire américain que d'aller toujours plus vers l'Est pour empêcher l'autonomie de l'Europe. Et comment empêcher l'autonomie de l'Europe? Empêcher l'alliance de l'Ouest de l'Europe avec le Heartland russe. Donc, quand même, ça fait beaucoup. Tout cela est expliqué dans de nombreux écrits et tout cela est vérifiable. Et ce ne sont pas des sources russes, ce sont des sources des grands stratèges américains, dont des faucons de la politique étrangère américaine. Et on a commencé, à la fin des années 90, à étendre l'OTAN vers l'Est. Et ça a été un traumatisme pour les Russes qui avaient renoncé au pacte de Varsovie, mais qui ont rongé leurs freins et qui ont tout de même accepté, jusqu'aux années 2004, la grande extension de 10 pays membres de l'Union européenne, et qui, pour la plupart, vont devenir après membres de l'OTAN, donc une double extension de l'OTAN et de l'Union européenne vers l'Est. Et tout cela, ça a été le fruit d'une politique expansionniste, c'est pour ça que je parle de l'empire soft européen, qui est lui-même le protectorat de l'empire hard américain. L'idée, c'est d'amoindrir la Russie, et ce que dit George Friedman, le fameux président de Stratford dont je parlais tout à l'heure dans cette vidéo, ça marche, c'est cynique, Ukraine, eh bien ce collier, cette stratégie de nouveaux rideaux de fer, de la mer Baltique à la mer Noire, ceinturer la Russie et la repousser et lui faire perdre l'Ukraine, qui est stratégique, parce que l'Ukraine, c'est l'accès à l'Europe de l'Ouest et aux mers chaudes, puisque le seul accès de la Méditerranée pour les Russes, c'est la mer Noire et les détroits, les détroits turcs du Bosphore et les Dardanelles. Donc cette stratégie, elle est assez cohérente, c'est la stratégie du pouvoir maritime qui veut bloquer le Heartland, pouvoir terrestre. Là, on est en 91, on est à la chute du mur, quoi. On est entre 91 et 97, et deuxième étape, 97-2004, qu'est-ce qui se passe? 2003-2004, c'est la période charnière. 2003, c'est la deuxième guerre du Golfe, pire que la première pour les Russes, puisqu'ils perdent définitivement un régime qui n'était pas
tombé et qui en 2003 est éradiqué, et on remplace Saddam Hussein, qui était pro-russe, qui était très lié à la Russie et qui voulait d'ailleurs négocier avec les compagnies russes et françaises et chinoises au niveau de la commercialisation des hydrocarbures. Il a semé son arrêt de mort en proposant d'ailleurs de dédollariser l'exploitation et la commercialisation. Qui pour beaucoup a été hydrocarbures. l'explication de sa chute. C'est la vraie explication. Et il chute et on le remplace en fait par